Bonjour tout le monde, je me présente Alexandra Derry, je suis chargée de projet biologiste pour la Fédération québécoise du saumon atlantique et aujourd'hui je vous parle des enjeux en lien avec la qualité de l'habitat du saumon atlantique. On sait tous que le saumon vit dans la rivière, que c'est important de protéger la rivière, donc son habitat, mais est-ce que c'est assez pour vraiment assurer que l'espèce se développe comme il faut et continue de revenir année après année? Bien, la réponse c'est non, parce que le saumon, il traverse plusieurs habitats dans la rivière et tous ces paysages-là, en fait, sont interconnectés et sont aussi partagés par plusieurs acteurs, par plusieurs activités différentes. Donc, c'est important que tout ça soit pris en compte quand on veut s'assurer de conserver une bonne qualité d'habitat pour le saumon. Donc, le saumon, c'est une espèce qui est très, très sensible à son environnement et lorsqu'on retrouve des compagnies comme des usines, des industries forestières, des plaisanciers qui veulent faire du kayak, qui veulent se baigner ou des gens qui vont pêcher, bien, c'est important de mettre en place de la réglementation pour s'assurer que toutes ces activités-là sont faites dans le respect et s'assurer qu'ils ne vont pas avoir d'impact négatif sur la qualité de l'eau. Si on regarde un des premiers acteurs qu'on retrouve souvent dans les bassins versants des rivières, donc c'est les compagnies forestières qui sont souvent dans le haut du bassin versant, comme je disais, et qui vont faire de la coupe d'arbres, donc ils vont aller chercher de la ressource et qui vont aussi développer des routes pour y avoir accès. Mais c'est important que quand ils coupent les arbres, ils ne fassent pas des trop gros trous et en particulier qu'ils n'enlèvent pas trop d'arbres sur le bord des rivières parce que c'est important de retenir le sol pour éviter que les sédiments se retrouvent dans la rivière. Donc, pour ce faire, on appelle ça la préservation de la bande riveraine, qui est la bande de végétation qu'on va retrouver de chaque côté sur la rive. Là, c'est les deux sections bleues sur l'image. Et dépendamment de l'inclinaison de la pente, donc si elle est très prononcée ou peu prononcée, on va avoir des bandes qui vont varier d'épaisseur, donc 15 mètres ou 10 mètres. Des fois, ça peut être plus, mais c'est sûr qu'il y a toujours un minimum à conserver dépendamment d'où on se trouve sur la rivière. Et pourquoi c'est important de conserver ces bandes riveraines-là? C'est parce qu'ils vont procurer plusieurs avantages à notre qualité de l'eau. Donc, je les ai nommés ici. Donc, la première chose qu'ils font, c'est que les racines de la végétation s'assurent de retenir les particules de sol ensemble. Donc, quand il pleut et que l'eau se promène, l'effet de ruissellement, ça évite que toute la poussière, le sable, reste avec l'eau et s'en aille dans la rivière. Donc, ça arrive des fois qu'on voit, là, après des très fortes pluies, les rivières deviennent très, très foncées, là, très brunâtres. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de sable qui s'est ramassé dans la rivière, souvent parce qu'on ne s'est pas bien occupé d'avoir une bonne végétation partout. Donc, ça retient les sols. En plus de ça, ça permet une meilleure infiltration. Donc, puisque l'eau ne peut pas s'écouler, elle va rester dans le sol, donc elle s'infiltre à l'intérieur. Ensuite, ça va permettre de créer de l'ombrage. Donc, comme on voit en haut, la végétation, ça permet que quand il y a plus d'arbres, l'eau va se réchauffer moins rapidement pendant les mois très, très chauds d'été. Ça va aussi permettre d'avoir des habitats. Donc, la végétation, elle descend un peu dans la rivière. Ça peut créer des espaces de protection. Il peut y avoir des algues qui vont se développer aussi à travers ça. Donc, c'est de la protection et des poissons qui peuvent en profiter. Puis, la dernière chose, c'est l'érosion. Donc, c'est un peu tous les phénomènes mis ensemble qui diminuent l'érosion, vu que, le sol reste stable, l'eau va couler moins vite, elle s'infiltre. Donc, toutes ces choses-là ensemble, ça assure une bonne qualité de l'eau de la rivière. On ne veut pas qu'il y ait trop de sédiments parce que le saumon, dans le fond, c'est branchi. Donc, qu'est-ce qui lui permet de respirer dans l'eau? Ils sont directement en contact avec l'eau. Donc, s'il y a beaucoup de particules de sable, c'est un peu comme si vous preniez un verre d'eau rempli de sable. C'est pas très agréable. Donc, c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait le moins de sédiments possible dans l'eau de la rivière. Une autre raison, c'est que les œufs qui sont pondus dans le sol, donc dans les roches, et qui sont recouverts de roches, on ne veut pas que quand le sédiment finisse par se déposer, ça remplisse tous les petits trous entre les roches et que ça coupe, dans le fond, l'oxygène qui sera amené par l'eau aux œufs de saumon et qu'ils meurent, dans le fond, asphyxiés sous les roches remplies de sable. Donc, c'est important, dans le fond, que ce ne soit pas juste les compagnies forestières qui s'assurent de respecter ces consignes-là, mais aussi les autres acteurs qui sont sur les bords des cours d'eau. Et là, je parle aussi des gens qui ont des chalets ou des maisons sur le bord des lacs, sur le bord des rivières. Et bien sûr, on le sait, on veut avoir accès à cet espace-là, on veut avoir une belle vue de chez nous.
Mais si on coupe trop de végétation, ben ça peut quand même avoir des impacts négatifs. Donc, on voit quand les gens se font des gros quais en béton, contrairement à si on garde là, une bonne végétation, ben ça fait aussi du ruissellement, puis ça peut faire que notre lac va vieillir très rapidement. Puis ça peut aussi amener beaucoup de contaminants, entre autres là, des fosses septiques ou des engrais, dans le fond, qu'on utilise pour avoir du beau gazon chez nous. Le dernier enjeu que je vais vous parler aujourd'hui par rapport à la qualité de l'habitat pour le saumon, c'est quand on parle de connectivité entre les habitats. Donc, la connectivité se fait quand le saumon, ben, il a accès au plus grand territoire possible pour se promener et se reproduire et pour s'alimenter aussi les premières années de sa vie quand il est dans la rivière. Donc, au Québec, on a développé une très belle expertise en termes d'hydroélectricité. Puis c'est vraiment extraordinaire aujourd'hui qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Sauf qu'il y a quelques années, quand on s'est mis à installer des barrages sur beaucoup de rivières, on ne s'est pas rendu compte qu'on coupait en fait l'accès à plusieurs espèces migratoires pour remonter plus haut. Donc, alors que le saumon, des fois, avait 50 km de rivière pour manger et se reproduire, bien, on installait les barrages dans le bas de la rivière où est-ce qu'il y a plus de courant. Et là, on lui donnait seulement accès à 5 ou 10 km parce qu'il n'était pas capable de sauter par-dessus le barrage. Donc, bien que le saumon, ça soit un poisson sauteur, c'est de là que son nom vient en fait, le saumon qui saute, bien, quand c'est des barrages d'une dizaine de mètres de haut, il ne sera pas capable de passer par-dessus. Donc, aujourd'hui, presque tous nos barrages sont rendus avec des infrastructures qui leur permettent de monter. On a construit, dans le fond, des passes migratoires ou sinon, c'est des cages de transport. Donc, c'est des petits passages qui se retrouvent sur les côtés et qui donnent accès, dans le fond, au saumon de passer par en haut. C'est une sorte d'échelle où le saumon peut sauter sur des très petits bassins jusqu'à ce qu'il se rende de l'autre côté. Donc, on voit ici, on a fait un appel d'eau. On a un bras qui fait tout le tour et qui lui donne accès, dans le fond, à son habitat de base sans nous empêcher, nous aussi, de profiter de la rivière pour faire de l'électricité de façon plus saine pour l'environnement. Donc, voilà 2 des grands enjeux pour la qualité de vie du saumon. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et merci beaucoup de m'avoir écouté.